que vous voyez mon écran partagé? Oui, Oui, on le voit. Parfait. Bon, s'il y a un souci technique pendant la présentation, vous n'hésitez pas à vous manifester. J'ouvre juste la petite fenêtre de discussion au cas où certains ont des questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, évidemment. Le but, c'est que ce soit un petit peu interactif. Donc, si vous avez des questions ou même juste du partage d'informations, vous n'hésitez pas à intervenir. Et puis d'ailleurs, bonne année à tous, ceux qui sont là en live et puis ceux qui regarderont le replay. Bonne année à tout le monde et puis merci d'être toujours aussi assidus sur les formations, ça fait plaisir. Allez, on attaque. Donc pour rappel, comme à chaque fois, cette présentation, pour des raisons de droit d'image et de propriété intellectuelle, elle est vraiment destinée à votre usage interne strict et on vous demande de ne pas diffuser les présentations qu'on vous fait. Le petit plan pour aujourd'hui, c'est le suivant. On va reparler un peu de la douleur de manière générale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il faut la traiter? Et puis ensuite, évidemment, on va parler d'un petit peu tous les analgésiques qu'on a à notre disposition facilement, notamment en urgence, et pour vous permettre de mieux choisir vos méthodes d'analgésie. Donc en introduction, la douleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le premier motif de présentation aux urgences en humaine. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études là-dessus en humaine et seulement 20 à 50 % des patients qui sont présentés pour un motif allergique reçoivent une analgésie. Donc ils ont encore pas mal de progrès à faire en médecine humaine. D'ailleurs, on entend souvent des gens qui disent qu'ils ont été aux urgences pour X ou X problème et qui sont partis avec juste du Doliprane. Donc c'est vrai que des fois, c'est encore un peu léger. Et les motifs d'augmentation du délai de traitement, du traitement analgésique, ça va être différentes choses. La sévérité de la pathologie, l'âge du patient, le type de traumatisme, l'affluence aux urgences évidemment, le triage, l'heure d'arrivée, quand c'est, le milieu de la nuit et cetera, et le sexe aussi puisque, il y a une différence de, on va dire de tolérance à la douleur et de manifestation de la douleur entre les hommes et les femmes. On constate à peu près les mêmes choses en médecine vétérinaire, mais on a aussi d'autres problématiques. Notamment, on a beaucoup plus de mal que chez l'humain à identifier et quantifier la douleur. La sensibilité à la douleur, elle est très différente en fonction des cliniciens. On n'a pas tous la même appréhension de ça. Et puis, on n'a malheureusement pas... Ah oui, exact, très bonne remarque de Grégoire qui dit la couleur de peau aussi. Ça fait tout à fait partie des biais qu'on peut avoir sur la prise en charge de la douleur. Et donc là, en médecine vétérinaire, on n'a pas de score de douleur vraiment universel qui nous permettent d'être vraiment efficaces dans la détection de la douleur. La prévalence de la douleur en médecine vétérinaire chez les patients en urgence soins intensifs, elle est estimée entre 25 et 55%. Je pense qu'on est plutôt proche des 55% quand même. C'est-à-dire que, très clairement, sur les patients qu'on a, il y en a quand même énormément qui ont mal quelque part. Alors, ça peut être plus ou moins grave, mais enfin voilà. Donc, c'est vraiment un enjeu important, le traitement de la douleur, pour le patient, pour le vétérinaire. Et puis, ça peut être un petit peu une source de stress pour le vétérinaire urgentiste parce qu'on peut être face à des patients qui sont instables. Et donc, est-ce que l'analgésie que je vais lui procurer présente un risque? Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de reconnaître rapidement la douleur et de la grader. Et puis ensuite, de mettre en place un protocole analgésique adapté. Je ne l'ai pas remis ici, mais ce qui est très important aussi, c'est vis-à-vis du propriétaire. C'est vraiment une demande extrêmement forte des propriétaires qu'on soulage au niveau douleur leur animal. Donc, ça fait partie vraiment des attentes des propriétaires aujourd'hui, la gestion de la douleur. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que c'est que la douleur. Donc, il y a une définition qui a été fournie par l'International Association for the Study of Pain, qui décrit ça comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. Parce que ce n'est pas toujours un fait, il y a beaucoup le psychique qui rentre aussi dedans. C'est un événement qui est totalement subjectif et qui ne peut pas être mesuré de manière précise par un observateur extérieur objectif. C'est vraiment une expérience qui est très personnelle. La perception de la douleur, elle dépend du degré de la lésion et beaucoup de l'expérience individuelle. On le voit d'ailleurs chez nos patients en vétérinaire, on a des animaux qui ont eu des douleurs chroniques à un endroit pour une blessure, pour je sais pas quoi, et qui vont vraiment appréhender le contact avec une douleur, pas forcément parce qu'ils ont mal à ce moment-là, mais tout simplement parce que, à cause de leur expérience personnelle, ça peut les impacter.
L'évaluation de la douleur, elle est très difficile pour nous parce qu'il n'y a pas ou peu de communication verbale et qu'on a tendance, nous, mais aussi les propriétaires, à faire beaucoup d'anthropomorphisme qui augmente le degré d'erreur. Excusez-moi, j'arrive pas à passer ah voilà, la diapo d'après. Alors pourquoi est-ce qu'il faut traiter la douleur? Lorsqu'on a, une douleur après une chirurgie ou un traumatisme et ben, l'animal va s'auto-limiter dans ses mouvements et ça permet de mieux respecter le patient le repos pardon, par le patient, donc d'éviter la surblessure et d'optimiser, la récupération et la cicatrisation. Ah ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, mais la douleur, ça provoque aussi tout un tas, d'événements qui sont néfastes, et qui vont impacter la récupération de notre animal. Bah, déjà, tout simplement, ça provoque de la douleur et ça en 2023, en 2024 même maintenant, il faut traiter, la souffrance de nos animaux, de nos patients. Ça engendre de l'immobilité qui a beaucoup ensuite de conséquences, au niveau, musculo-squelettique, au niveau digestif et cetera. Ça a plein d'effets néfastes. On a une baisse des capacités pulmonaires due à de l'atelectasie, notamment sur des patients qui restent en décubitus. On a un risque de pneumonie par aspiration. On va avoir, un relargage de catécholamine qui va, avoir tout un tas d'impacts métaboliques, qui sont pas forcément très bons. On a aussi des hormones de stress, c'est des animaux qui vont être dysorexiques, qui vont mal dormir. Donc on a vraiment tout un tas d'effets néfastes, de la douleur et c'est pour ça qu'il faut la traiter. Donc les bénéfices de l'analgésie chez le patient critique, bah, tout simplement, voilà, on l'a dit, le bien-être animal, maintenant il faut, traiter la douleur, c'est impératif. On a plein d'effets positifs sur la rapidité et la qualité de récupération et on a vraiment beaucoup de molécules et de voies d'administration possibles. Donc maintenant, c'est vraiment facile d'adapter son protocole analgésique, au patient. Donc on n'a pas d'excuses. Même sur un patient qu'on juge instable, voire critique, il y a des molécules qui sont suffisamment sécuritaires pour, donner une bonne analgésie à notre patient. L'origine de la douleur, eh bien, classiquement, on va avoir une lésion tissulaire. Donc ça va donner un stimulus nociceptif qui va être capté par les nocicepteurs. Ça va être ensuite transduit sous la forme d'un stimulus électrique jusqu'à la corne dorsale de la moelle épinière. Et ensuite, ce message, il va voyager donc le long de la moelle épinière jusqu'au cortex somatosensoriel. Et puis là, il va être modulé, soit amplifié, soit inhibé en fonction de tout un tas de choses, et notamment de l'expérience personnelle du patient. Et puis ensuite, cette douleur, elle va être perçue au niveau du cerveau et c'est là qu'il va y avoir la réponse, vraiment physiologique à la douleur avec activation de l'axe pardon, hypothalamo-hypophysaire surrénalien et relargage de tout un tas de trucs, catécholamine, cytokine, glucocorticoïdes et cetera et cetera. On va pas rentrer beaucoup plus loin dans la physiopathie de la douleur, c'est quand même vraiment très, très compliqué. L'évaluation de la douleur, donc on a dit que c'était très difficile, que c'était subjectif, que c'était clinicien dépendant. Et puis, il peut y avoir tout un tas de signes qui sont communs entre le stress et la douleur. Donc ça, c'est pareil, ça rend l'évaluation de la douleur difficile dans un contexte de consultation en urgence. Et puis, ça dépend beaucoup de l'espèce, de la race et de l'âge de l'animal. Je pense qu'on a déjà tous constaté que, un spitz nain, de, 3 mois, ça fait la comédie, et ça hurle pour un oui, pour un non. Alors que, vous prenez un chien de chasse, adulte, globalement, il peut être éventré, il manifestera pas forcément de signes de douleur. On a des signes qui sont physiologiques, tachycardie, tachypnée, hypertension artérielle, hyperthermie, hypersalivation, mydriase, mais qui sont mal corrélés à la douleur et à son intensité et qui peuvent être, comme on a dit, confondus avec des signes de stress. Et puis après, on a tout un tas de signes aussi comportementaux, de manifestations douloureuses, donc des vocalises, une agitation ou au contraire une prostration, insomnie, refus de se coucher, appréhension de la manipulation d'une zone, augmentation de l'agressivité ou de la peur, perte d'appétit, posture anormale, démarche, tremblement, et cetera. Léchage d'une zone, douloureuse, altération des expressions faciales, ça on reverra ça juste après avec les scores de douleur. L'arrêt du toilettage chez le chat aussi, c'est un signe assez, important et après on peut avoir aussi des anomalies au niveau de la miction et l'émission des selles. Pour scorer notre douleur, il existe des scores de douleur. On a des échelles qui sont subjectives, où on va évaluer le degré de douleur selon des motifs physiologiques ou comportementaux. C'est pas toujours des échelles qui sont, très faciles à utiliser et très fiables, on va dire, donc c'est pas forcément celles qu'on va préférer
Et après, on a des échelles objectives où on va évaluer le degré de douleur en fonction à la fois de modifications physiologiques et comportementales. Et il y a au moins 4 scores qui sont actuellement validés chez le chien et ou chez le chat, qui sont utilisables. Je vous en ai remis un exemple ici. Ça se trouve vraiment facilement sur internet. C'est assez intéressant, notamment pour le suivi. C'est vrai que sur une consultation, ponctuellement, à un instant T, c'est pas forcément, hyper, voilà, hyper utilisable. Ce qui est le plus important, c'est quand on a un patient qui est hospitalisé et chez lequel on va vraiment suivre, le score de douleur pour voir si le protocole analgésique qu'on a mis en place, il est adapté et est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il est trop? Et cetera, et cetera. Il y a aussi ces nouveaux scores-là, les Feeling Grimace Scale, où on va vraiment utiliser les expressions faciales du chat. Donc, il y a tout un tas de trucs, le port des oreilles, les yeux, comment ils ont mis leur moustache, leur menton, leur machin. Et puis aussi la position du corps, c'est pareil, ça se trouve très facilement sur Internet. Et ça nous permet quand même d'objectiver des signes de douleur chez le chat, qui est aussi un animal qui peut avoir tendance à masquer pas mal sa douleur. Voilà un petit peu pour les généralités sur la douleur et sur pourquoi est-ce qu'il faut la prendre en charge. Et on va maintenant passer donc aux analgésiques. On va commencer en premier par le plus classique et le plus fréquemment utilisé, à savoir les opioïdes. Donc les opioïdes, on va revoir quand même quelques généralités sur des trucs un peu pénibles du style voilà, pharmacocinétique, récepteur, blablabla. C'est un peu chiant, mais c'est hyper important parce que ça nous permet vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on va utiliser tel ou tel opioïde et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les mélanger entre eux. Donc, la classification des opioïdes, elle se fait d'abord par rapport au type de récepteur, à l'affinité sur ce récepteur et à son action. Donc, à savoir, est-ce que c'est un agoniste ou un antagoniste et est-ce qu'il est complet ou partiel. Donc, il y a d'abord le groupe des agonistes complets, comme par exemple la morphine, la méthadone, le fentanyl. Eux, ils vont se lier au récepteur et cette liaison au récepteur va provoquer une réponse maximale. À l'inverse, vous avez des agonistes partiels, comme par exemple la buprenorphine. Elle va se lier à son récepteur, mais la réponse donnée, elle est inférieure à la réponse maximale. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est que si on augmente la dose, on dépasse la dose max thérapeutique, on n'aura pas une meilleure analgésie, puisque de toute façon, c'est un agoniste partiel. Ensuite, on va avoir le groupe des agonistes-antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont agir simultanément sur 2 types de récepteurs. C'est le cas du butorphanol. Ils vont être agonistes sur un certain type de récepteur et antagonistes sur un autre type de récepteur. Et enfin, vous avez les antagonistes purs, ils se lient au récepteur et ils ne provoquent pas de stimulation. C'est le cas par exemple de la naloxone qui va antagoniser du coup les récepteurs mu sur lesquels se fixent les autres. Les localisations des récepteurs, bon, il y en a un petit peu partout sur le système nerveux. Il y en a dans le thalamus, il y en a dans le système limbique, les amygdales, le corpus striatum, l'hypothalamus, etc. Et puis tout le long de la moelle épinière. Et les différents types de récepteurs, les principaux, c'est ceux-là. Donc on a le récepteur kappa, les récepteurs mu, ça c'est vraiment les principaux. Et puis les delta qui sont souvent associés au mu. Alors voici un petit tableau du coup qui vous résume le type de récepteur. Donc on va reprendre un petit peu, je vous ai souligné les principales molécules qu'on utilise nous. Donc c'est un des tableaux qui est issu des bouquins de référence, là, donc c'est des trucs américains. Donc forcément, il y a des molécules que nous, on n'a pas, notamment l'hydromorphone, l'oxymorphone et le rémifentanyl. Nous, ce n'est pas des molécules qu'on utilise ici en France. Donc, on va se concentrer sur ce qui est bupré, butorphanol. Alors, fentanyl, on en a, mais par exemple, à domicile, c'est pas très intéressant le fentanyl. Donc, je ne suis pas sûre que vous en ayez dans vos trousses. Éventuellement, dans les cliniques, par contre, c'est intéressant. Méthadone et morphine. Donc, si on regarde le type de récepteur, on voit que c'est principalement le récepteur mu qui va nous intéresser. Donc, ils vont tous venir occuper le même récepteur. Mais certains sont agonistes complets, d'autres sont agonistes partiels, comme donc la bupré qu'on voit ici, qui est agoniste partiel à la première ligne. Le butor, lui, va être agoniste sur kappa et antagoniste sur mu. Et puis, méthadone, morphine, ils sont agonistes sur mu. Ça veut dire que, par exemple, le butorphanol, il est antagoniste sur mu. Donc, si on met du butorphanol en même temps que de la méthadone, ils vont vouloir occuper le même récepteur, sauf qu'il y en a un qui est agoniste et un qui est antagoniste. Donc, on ne peut pas mélanger le butorphanol avec un autre opioïde. Ça n'a pas de sens. Également, la buprenorphine, qui est un agoniste partiel,
elle, sa particularité, c'est qu'elle a une très grande affinité pour le récepteur mu. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez en même temps de la buprenorphine et de la méthadone, logiquement, c'est la buprenorphine qui va prioritairement se fixer sur le récepteur et elle est seulement agoniste partielle, donc on n'aura pas une réponse maximale. Donc, de nouveau, on ne peut pas mélanger la buprenorphine et un autre opioïde. Enfin, il vaut mieux éviter, en fait. C'est qu'on peut le faire, mais ça n'a pas de bon sens. Donc, voilà un petit peu pour ces récepteurs. Pourquoi est-ce que ça a un intérêt de savoir qui agit sur quoi et qui est agoniste ou antagoniste pour comprendre leur fonctionnement. Une autre donnée importante, c'est la durée d'action. Parce que forcément, nous, on intervient à un instant T. Est-ce que c'est une intervention ponctuelle, vous êtes à domicile chez le client ou alors il est à la clinique mais il va repartir et dans ce cas-là, il faut penser à une analgésie qui va être suffisamment longue? Est-ce qu'au contraire, il est hospitalisé, on peut faire ce qu'on veut, on peut répéter, les administrations et auquel cas, la durée d'action va juste, impacter, notre plan thérapeutique et la fréquence à laquelle on va faire des injections à notre animal. Donc, si on reprend par exemple je vous ai souligné en rouge les molécules qu'on va utiliser, principalement. Donc par exemple, morphine, méthadone, on estime que la durée, c'est à peu près 4 heures. Donc on va avoir, une durée qui est intéressante en clinique, mais qui peut être quand même assez juste si vous êtes à domicile, sauf si vous renvoyez l'animal en clinique. Mais si vous intervenez à un instant T, l'animal, il va rester chez lui toute la nuit, c'est vrai qu'au bout de 4 heures, bah, il aura plus d'analgésie. Le tramadol, on est sur 6 à 8 heures, tout comme la bupré, ils mettent 4 à 8, on est plutôt quand même sur 6 à 8 sur la bupré. Et le butorphanol, lui, il a une action vraiment courte, 1 à 2 heures. Le fentanyl a une action très, très courte puisque c'est 20 à 30 minutes. Donc lui, il s'utilise essentiellement en perfusion continue. C'est vrai qu'à domicile, très peu d'intérêt du fentanyl. Les voies classiques d'administration, bah, l'avantage des opioïdes, c'est que globalement, ça passe par à peu près toutes les voies. On a de l'IV, on a de l'IM, de la sous-cute, on peut aussi en mettre en épidural. Et puis, on a aussi d'autres voies. Le sublingual, par exemple, il y a des études qui ont prouvé que la buprenorphine, le même flacon hein, que la bupré que vous allez utiliser en injectable, ça passe en sublingual chez le chat, à la même dose qu'en IV. Donc, des fois, sur des animaux qu'on ne veut pas piquer ou quoi, bah, c'est possible de faire ça. Il y a des vétérinaires qui laissent des seringues de buprenorphine, à donner en sublingual, enfin voilà, ils donnent ça aux clients, pour faire un relais Péros. Sachez que si vous le faites, c'est de votre propre responsabilité puisque, normalement, il est interdit, de déconditionner, des injectables, et de les laisser aux clients donc voilà, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Ensuite, il y a des gens qui le font et puis après, il y a aussi, la voie transdermique avec les patchs notamment de fentanyl et de buprenorphine. Ça, c'est hyper intéressant, c'est très peu adapté à notre pratique à nous en urgence, puisque ça met quand même de mémoire, 12 à 24 heures à vraiment faire effet. Donc c'est plus, voilà, pour de l'analgésie, longue durée sur des post-op, sur des choses comme ça. Donc bon, sachez juste que ça existe. Les avantages des opioïdes, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup. Les opioïdes, c'est nos meilleurs amis, hein. Donc ils provoquent, une excellente analgésie. Alors plus ou moins, on verra après, ça dépend du type de molécule, mais en tout cas, ils sont capables de produire une excellente analgésie avec une intensité qui est adaptable en fonction, de la molécule qu'on va, choisir. Ils ont très peu d'effets cardiovasculaires, donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. On parlait tout à l'heure du fait qu'on est souvent sur des patients qui sont instables, on peut avoir peur des effets secondaires. Donc au niveau cardiovasculaire, sauf si vous mettez une très grosse dose et notamment pour la morphine, où ça va être un dépresseur au niveau respiratoire, franchement, c'est quand même des molécules qui sont super sécuritaires. Il y a plein de voies d'administration. Alors peu cher pour certains, c'est vrai pour la morphine, mais c'est vrai qu'ils sont quand même les autres sont malheureusement pas donnés. Ils peuvent être sédatifs, ce qui peut être un avantage. Alors ça peut être aussi un inconvénient, hein, mais ça peut être un avantage pour des patients qu'on veut garder au calme, pour des patients qui sont hospitalisés et cetera. Et ils sont antagonisables, je l'ai mis entre parenthèses parce que, donc c'est la naloxone qui permet d'antagoniser les opioïdes, mais c'est pas non plus si facile, d'en avoir. Heu, voilà, puis bon après, nous on en a eu un moment à la clinique de Lyon, on l'a gardé pendant 1 an, ça s'est périmé, on l'a utilisé, en tout et pour tout une seule fois. Bon, comme les opioïdes ont vraiment très peu d'effets secondaires, c'est rare qu'on ait vraiment besoin de les antagoniser. Mais bon, sur le principe, ils sont antagonisables. Les effets secondaires, donc on a dit, c'est quand même surtout avec la morphine, mais on peut avoir aussi avec d'autres molécules. Certains patients vont devenir dysphoriques,
Donc ça, c'est valable même avec de la buprée parfois, et sinon avec la méthadone. Donc vocalise, agitation, anxiété. Ils sont souvent en mydriase aussi. Ils peuvent avoir des troubles digestifs. Donc ça, c'est vraiment surtout avec la morphine. Nausées, vomissements, ralentissement du transit. Et puis, ça peut être des dépresseurs respiratoires, on le disait, de nouveau surtout avec la morphine et surtout à grosse dose. Par contre, pensez à la polypnée chez le chien avec la méthadone. Ça, c'est hyper, hyper classique. Vous faites une IV de méthadone, 3 minutes après, le chien se met en polypnée de fou. C'est classique, c'est normal, ça va s'arrêter tout seul. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est des antitussifs, surtout le butorphanol et la codéine, qui sont même d'ailleurs prescrits pour cette indication-là, mais c'est un effet secondaire à la base. Ils peuvent avoir aussi une action sur la température, donc ça va plutôt avoir tendance à mettre en hypothermie chez le chien et en hyperthermie chez le chat. Et, voilà, en fait, je suis en train de me dire que ah oui, j'avais tourné, excusez-moi, j'ai oublié de supprimer la diapo d'avant. Donc je vais reprendre avec les diapos que je vous ai fait là avec plus de détails. Donc la morphine avec les troubles digestifs, ça vient agir sur la trigger zone, donc le centre du vomissement, et donc ça provoque des vomissements, juste après l'administration à la première dose. Donc ça, c'est vraiment connu, la morphine, ça fait vraiment vomir. Ensuite, je ne sais pas ce que vous avez dans vos trousses à Vétoadom, ou dans les cliniques. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas de morphine et c'est un peu chiant de tenir les registres et tout. Et la méthadone a quand même beaucoup moins d'effets secondaires. Vraiment, l'avantage de la morphine par rapport aux autres, c'est simplement son prix. C'est très peu cher. Donc voilà, ça, c'est vrai que ça peut être un avantage et donc ça réduit énormément le transit. Rétention urinaire, ça, c'est plutôt avec la buprée et le fentanyl. Donc voilà, ça peut provoquer des rétentions urinaires. Honnêtement, c'est quand même pas, l'effet, non plus qu'on voit le plus couramment, même sur des animaux qui sont à plusieurs jours d'affilée, sous des doses parfois assez importantes de buprée ou de fentanyl. C'est pas non plus quelque chose dont il faut avoir vraiment peur, et pas trop, même pas du tout sur des injections uniques, notamment quand vous êtes à domicile. Pas vraiment, d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Donc la dysphorie, ça, on en avait parlé, et donc voilà, classiquement, alors ça, c'est un chien qui a vu de la kétamine, c'était pas pour des opioïdes, mais ça peut donner à peu près le même truc sur un animal qui réagit fort avec, la bonne mydriase bilatérale, et ça, même déjà sur de la buprée, ça peut arriver. Alors c'est pas courant, hein, mais ça peut. Donc faut pas hésiter à prévenir, les propriétaires si vous faites une injection d'opioïdes, à la maison. Dépression respiratoire, on avait dit, c'était vraiment de nouveau, surtout avec la morphine. Ça va vraiment, jouer au niveau des centres de réponse au CO2. Donc c'est vrai que ça va déprimer la respiration, parce que vous savez que c'est la quantité de CO2 dans le sang qui déclenche vraiment la respiration. Donc je le disais il y a 2 minutes, polypnée fréquente avec la méthadone chez le chien. Du fait de cette histoire de dépression respiratoire, il faut, potentiellement avoir un petit œil, voilà, un peu plus, poussé sur certains types de patients. Évidemment des patients avec une grosse pathologie respiratoire, heu, les patients avec une hypertension intracrânienne, puisque du coup, s'ils diminuent leur respiration, ils vont augmenter leur pression partielle artérielle en CO2, et ça aggrave l'hypertension intracrânienne. Je vous ai mis un joli chihuahua, hydrocéphale pour vous illustrer ça. Tout ce qui est, patient avec des acidoses métaboliques, parce que ça va s'aggraver encore avec la concentration de CO2, et les animaux qui sont en hyperkaliémie sur des IRA, pareil, ça va aggraver, l'hyperkaliémie. Et puis, pour les femelles gestantes, il y a un passage placentaire, donc on peut avoir une dépression, au niveau des petits. Voilà, sur ces patients-là, là, on parle vraiment essentiellement de la morphine, hein, une fois de plus, hein. On ne parle pas de tous les opioïdes, donc franchement, c'est quand même des cas très particuliers. Dans ce cas-là, on peut se poser la question de réduire les doses ou, bah, tout simplement, de changer, de molécule. L'effet antitussif, donc avec le butorphanol et la codéine, ils vont supprimer le réflexe de toux en agissant sur les récepteurs de l'épithélium respiratoire. Bah, selon les situations, voilà, c'est quelque chose qu'on va rechercher ou pas. Donc à voir, à voir. Action sur la température, plutôt avec la morphine et la méthadone. Chez le chien, ça va jouer sur, vraiment les centres de la thermorégulation, et ils vont chercher à se refroidir, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de se refroidir. Donc chez le chien, ça va plutôt provoquer éventuellement un petit peu d'hypothermie, et puis il y a aussi l'action sédative qui peut avoir cet effet-là. Chez le chat, pardon, au contraire, plutôt de l'hyperthermie. Un chat que vous avez en hospitalisation qui est sous méthadone et qui d'un coup, passe en hyperthermie, avant de se dire qu'il a chopé une infection, que son caté s'est infecté et que je sais pas trop quoi,
commencer par arrêter la méthadone, passer à un autre opioïde pour voir si c'était pas, simplement ça. Et puis après, on a aussi le phénomène assez intéressant de l'hyperalgie induite par les opioïdes. On ne sait pas trop pourquoi ça se déclare, pourquoi sur ce patient et pas un autre et cetera. Mais en fait, il y a certains patients chez qui, le on va augmenter les doses d'analgésiques, d'opioïdes parce que, l'animal a de plus en plus mal et en fait, on va vraiment avoir un effet complètement inverse avec, une augmentation, de la douleur, heu, proportionnellement à l'augmentation des doses, d'opioïdes. Donc dans ces cas-là, il faut, commencer à réduire les opioïdes et changer de type d'analgésie pour contrer ces effets-là. Autre effet, pareil avec la morphine encore, c'est le relargage d'histamine avec une dégranulation des mastocytes. Donc ça peut arriver chez, n'importe quel patient, mais faut faire attention, lorsque vous avez un patient qui est diagnostiqué ou suspect d'avoir un mastocytome et notamment lors des exercices de mastocytome, il ne faut pas donner, de morphine parce qu'on peut carrément les tuer avec ça. Voilà un petit peu, sur les différents effets secondaires. Donc c'est surtout la morphine quand même qui a des effets secondaires. Ensuite, ce qu'il faut, voir pour choisir quel opioïde on veut utiliser, c'est quel est l'effet qu'on recherche le plus. Est-ce qu'on va rechercher plutôt une forte analgésie ou est-ce qu'on va rechercher plutôt une forte sédation ou les 2. Donc on voit ici que le plus analgésique, c'est vraiment le fentanyl. Ensuite, on va avoir la méthadone, la morphine, alors la bupré, elle est quand même moins analgésique que, la méthadone et la morphine, hein. C'est un agoniste, on a dit partiel. Donc là, ils ont mis le même nombre de croix. En réalité, elle est moins, analgésique. Et puis en dernier, on a le butorphanol qui franchement, ne doit pas être considéré comme un analgésique. Il est très, très peu analgésique, donc il ne faut pas l'utiliser dans un but analgésique. Par contre, son avantage à lui, c'est qu'il est très sédatif, donc il va être intéressant dans un protocole de sédation ou d'anesthésie, mais pas pour la gestion de la douleur. Et puis ensuite, on voit que morphine, méthadone, fentanyl sont sédatifs aussi et par contre la buprenorphine est très peu sédative. Donc en fait, avec tout ça, il faut qu'on fasse son petit mix et qu'on essaye de voir: «OK, je veux un analgésique qui soit très fort, assez fort, peu fort. Je veux une durée d'action de tant de temps. Je cherche ou pas de la sédation» et en fonction de tout ça, eh beh, je vais choisir la molécule la plus adaptée. Je vous ai fait ici un petit tableau qui regroupe, on va dire grosso modo les principales, informations sur les opioïdes, avec donc méthadone, morphine, fentanyl qui sont des agonistes mu, agonistes complets. Je vous ai remis les doses, les voies d'administration, avec une durée d'action, voilà, à peu près 4 heures pour la méthadone et la morphine, très courte pour le fentanyl. Ils sont de bons analgésiques, voire de très bons analgésiques pour le fentanyl, ils sont tous un peu sédatifs. Le butorphanol qui lui est un agoniste kappa, antagoniste mu, qui a une durée d'action courte, qui n'est peu ou pas analgésique et qui est très sédatif. Et la buprenorphine, agoniste partiel mu, qui a une durée d'action la plus longue, donc qui est intéressante pour ça, et puis, qui est modérément analgésique et qui par contre n'est pas sédative. Donc là, par exemple, vous, faites, une sédation pour, une petite procédure, je ne sais pas moi, vous voulez suturer une petite plaie ou je sais pas quoi, bah, vous voulez de l'analgésie et de la sédation, bah, vous allez par exemple choisir la méthadone. La buprenorphine sera intéressante pour l'analgésie, mais ne participera pas à votre protocole de sédation. A contrario, vous voulez utiliser, un sédatif pour, enfin, vous voulez faire une sédation pour un animal, je sais pas, pour lui retirer un corps étranger dans le nez. Vous n'avez pas spécialement besoin d'une grosse analgésie. Par contre, vous avez besoin de l'effet sédatif. Là, le butorphanol va être intéressant. Donc il faut essayer de jongler avec toutes ces informations-là pour choisir quelle molécule sera la plus adaptée à votre patient. Et le tramadol dans tout ça, donc c'est un opioïde agoniste des récepteurs mu, comme, donc on a dit méthadone, morphine, fentanyl. En fait, il est assez, peu efficace seul. Il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le tramadol et globalement, les résultats quand on le teste tout seul, c'est que, bah, il y a pas d'effet. En tout cas, on n'arrive pas à démontrer un effet du tramadol. Il y a par contre un bénéfice, lorsque, il est utilisé en association, notamment avec des AINS par exemple. Mais voilà, c'est pas non plus, l'analgésie du siècle, hein. Parce que chez l'humain, c'est quand même utilisé comme un analgésique assez fort et ça marche, bien, mais chez l'animal, pas trop. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a quand même assez peu d'effets secondaires, alors que chez l'humain, c'est souvent très mal toléré.
ça fait des malaises, ça fait vomir. Il y a plein de gens qui ne le tolèrent pas du tout. On ne retrouve pas trop ces choses-là chez le chien et chez le chat et donc on va l'utiliser entre 3 et 5 milligrammes kilo, par voie orale 2 à 3 fois par jour. Et on peut le faire un peu au besoin, c'est-à-dire vous pouvez dire au propriétaire, je sais pas, voilà, l'animal est douloureux pour X raison, il a eu ses INS en systématique et puis vous pouvez leur dire que s'ils trouvent que l'animal est douloureux, en plus, ils peuvent rajouter au besoin jusqu'à 2-3 fois par jour, le tramadol en plus. Et le tramadol en injectable, très franchement, mais pas d'intérêt. Enfin, aucun intérêt. Il est pas bon en analgésie, il a une durée de 6 à 8 heures, bah, super, bah, faites de la bupré à la place. Enfin, franchement, le tramadol, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Ensuite, voilà pour les opioïdes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les opioïdes ou si on continue avec les INS? Euh, Ah oui, quelqu'un a une question. oui, moi, en fait, c'était juste pour partager une expérience. J'avais utilisé, en fait, j'avais un cas d'une ovario, donc une chatte qui était vraiment, pour moi, elle avait l'air très douloureuse, elle était en polypnée. Donc, justement, j'ai jugé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui dure pas trop longtemps si je l'envoie en hospice? Et un très bon analgésique, parce que pour moi, sa polypnée, c'était dû à la douleur, en fait. Ouais. Et en fait, quand je lui ai fait l'injection de la méthadone, elle a super mal réagi. Et je sais pas si elle est devenue dyspnéique à cause de mon injection ou... Enfin, au niveau respiratoire, c'était vraiment pire. Alors, je sais pas si j'avais bien fait, du coup. Parce que quand tu dis qu'elle est devenue vraiment pire, c'est-à-dire elle a fait quoi? Ben, en fait, pour le coup, pour moi, avec la douleur, elle avait de la polypnée. Et j'ai mis ça vraiment sur le compte de la douleur. Au niveau de l'auscultation pulmonaire, j'avais pas de crépitement, j'avais pas entendu de souffle, enfin voilà. Et du coup, quand j'ai mis la méthadone, j'avais l'impression qu'elle est devenue vraiment. Ben là, du coup, qu'il y avait de la dyspnée, que c'était vraiment une difficulté respiratoire et pas que de la polypnée. Du coup, je savais pas si c'était à cause de ma méthadone ou si j'ai amplifié quelque chose avec ça. Et bah, du coup, après, je l'ai mis sous oxygène parce que je trouvais qu'elle réagissait vraiment mal à l'injection. Donc, je T'étais sais en pas. clinique ou t'étais à Non, à la maison? j'étais à domicile. D'accord. Et t'avais fait quoi comme dose, tu sais? Vraiment, la plus petite, bah, j'ai regardé dans le RCP, enfin, après, je calcule généralement sur place, Mmh. je recheck à chaque fois, j'ai pas la dose en tête là. OK. Bah, écoute, enfin, Ça c'est difficile ça de m'est dire ce arrivé qui s'est pareil vraiment aussi. passé. Comment? J'ai eu le même cas, c'était pas un animal, je l'ai envoyé sur le groupe des MUV. Pareil, un chat avant qu'il parte, je lui ai injecté de la méthadone, une demi-dose, donc vraiment pas grand-chose. Le chat a pété un câble alors qu'il a eu de la méthadone 8 heures avant. Il était même pas gros, il a pété un câble, il savait pas respirer, il est devenu hyper agressif. Du coup, je me suis remis en question, j'ai re-regardé 10 000 fois mes doses pour voir si je m'étais pas trompée. Et ce que j'avais vu, c'est que le RCP, je sais qu'on le fait tous, mais qu'en fait, la méthadone, ça se donne pas en IV chez le chat et qu'il peut y avoir des effets excessifs comme ça quand on le donne en IV. Ouais, C'était le seul truc sur lequel j'étais tombée. Moi, OK. c'était un IM perso et vraiment ça s'est vu, elle a changé de comportement, genre, bah, le temps que l'injection fasse effet, on a vraiment vu une différence, que ça soit les propriétaires et moi et du coup, je me suis dit: «Bon, est-ce que la méthadone, c'était le meilleur choix pour le coup?» Donc Bah, voilà. par rapport aux critères que tu avais où tu voulais, voilà, une bonne analgésie, une action, qui avait pas besoin d'être très longue puisque tu l'as renvoyé en clinique et tout, bah, franchement, oui, c'était un bon choix. Après, les réactions idiosyncrasiques, voilà, qui sont animales dépendantes, franchement, ça existe, hein, on en a tous déjà eu, machin. Donc, les 2 cas que vous décrivez là, je pense que c'est, bah, des réactions, voilà, qui existent. Je pense qu'il y a quand même pas mal de dysphorie sur ce que tu décris. Hem Enfin, si tu as fait une dose classique RCP, machin, ça peut pas être ça qui a, enfin pour moi en tout cas, étant donné que ça a pas d'effet cardiovasculaire et que tu peux pas avoir créé avec une dose comme ça, une dépression respiratoire, je pense que c'est juste, le chat il avait un problème. S'il venait d'avoir une ovario, est-ce que, tu vois, il a fait une cardiopathie transitoire, du jeune chat? Est-ce qu'il a décompensé une cardiopathie existante? Est-ce que, tu vois, tu peux te poser, 1000 Ouais, questions. après réflexion, on s'était peut-être dit ça, que suite à l'anesthésie et de l'ovario, Enfin, bah, ouais, hein. Je pense que c'est à mon avis plus probable, que de te dire que c'est à cause de ta méthadone, non. Après, il a le droit d'avoir fait, tu vois, une réaction un peu dysphorique, il y en a, ça les shoot, hein, quand même, ça, enfin,
il y en a qui deviennent vraiment, il y en a chez qui c'est pas bon, il faut changer de molécule. Donc malheureusement, quand ça arrive comme ça, bon, bah, c'est un peu pas de bol. Et je sais plus qui parlait juste après par rapport à la voie IV. Moi, personnellement, je l'utilise chaque fois que je bosse, j'utilise de la méthadone IV, y compris chez le chat. Et c'est excessivement rare qu'il y ait des soucis. Mais oui, parfois, il y a des chats qui ne le supportent pas bien. Et dans ces cas-là, bah, tant pis, on va passer sur de la buprée, par exemple. Mais Ok, ce qui est important, à mon avis, c'est de ne pas s'arrêter sur ces cas-là. Ça arrive. Mais il ne faut pas se faire peur non plus. Et ne plus vouloir utiliser le méthadone, parce que franchement, c'est vraiment une molécule qui est formidable. Et c'est pas de bol. C'est pas de bol. Mais ok, ça donc arrive à tous, hein, on d'avoir des cas diabolise pourris pas la comme ça. méthadone. Comment? On diabolise pas la méthadone. Ouais, non, il faut pas. Ok. Mais bon, après, expliquer vraiment ce qui s'est passé sur ces cas-là, on ne pourra pas, hein, à mon avis. On n'est quand même pas non plus très bon sur toutes les connaissances des réactions, des machins. Après, Ok, ça bah passe merci. aussi en sous-cut, la méthadone, hein. Donc des fois, notamment quand vous êtes ad homme, c'est pas forcément facile, vous n'avez pas forcément quelqu'un qui vous tient bien l'animal. Une IM, c'est quand même douloureux. Pas hésiter à faire des sous-cuts. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse. Ben, merci pour vos partages d'expérience, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, on enchaîne du coup sur les AINS. Bon, bah, les AINS, c'est l'analgésique le plus fréquemment utilisé en médecine vétérinaire. Donc, je ne vais pas vous apprendre, je ne vais pas révolutionner votre connaissance des AINS. Clairement, vous êtes tous hyper au point là-dessus. Mais on reprend quand même quelques petites choses. Il y a plusieurs molécules et voies d'administration qui sont possibles. C'est utilisable chez le chien, chez le chat et aussi chez de nombreux NAC. Donc, ça peut être intéressant. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires et antipyrétiques. Et ils sont utilisables malgré ce qu'on va en dire, chez pas mal de patients en urgence ou intensif. Le mécanisme d'action, une fois de plus, on ne va pas rentrer dans la physiopathe très profonde du truc parce que c'est quand même assez chiant, mais ça vous rappelle des bons souvenirs sur la cascade de l'acide arachidonique. Et donc voilà, les AINS, ils viennent bloquer cette cascade. Alors, selon le type d'AINS, ils vont agir plus ou moins haut dans la voie, etc. On a maintenant aussi des AINS qui sont spécifiques anti-COX-2, par exemple, qui vont être plus spécifiques avec moins d'effets secondaires. Donc voilà, c'est intéressant par rapport à ça. Et donc, ils vont bloquer la synthèse de prostaglandine, prostacycline et thromboxane notamment. Ils ont une bonne absorption, qu'elle soit orale ou parentérale. Ils sont souvent fortement liés aux protéines plasmatiques. Ils vont avoir une biotransformation hépatique et parfois, ils peuvent être éliminés par voie rénale. Voilà un petit peu pour la pharmacocinétique des AINS. Et donc, on en arrive à leurs effets secondaires, parce que ça, il faut quand même bien les connaître pour les prescrire à bon escient. Donc, troubles digestifs, c'est vraiment l'effet indésirable le plus fréquent, puisque ils vont du coup limiter la synthèse des prostaglandines qui sont protectrices au niveau de la muqueuse digestive et notamment au niveau de l'estomac. Et donc, ils vont diminuer les capacités de protection et de cicatrisation digestive. Ils peuvent provoquer des vomissements, de la diarrhée, léthargie, anorexie, gastroentérite et surtout des ulcères, notamment au niveau du pylore et de l'intestin grêle proximal, c'est-à-dire les zones les plus pourries quand on a vraiment des ulcères perforants. Et donc, dans des cas extrêmes, ça peut engendrer la mort. Donc ça, c'est hyper important, un des trucs à retenir parce qu'on le voit encore trop souvent. Pas d'AINS sur des animaux qui présentent des troubles digestifs ou en post-opératoire de chirurgie digestive. C'est vraiment contre-indiqué et c'est presque une faute professionnelle que de faire ça. Donc franchement, ça, voilà, on ne le redira jamais assez. Pas d'AINS dans ces cas-là. Action sur le rein, ça aussi, souvent on le sait, on le maîtrise bien. Les cyclooxygénases, elles sont impliquées dans la régulation de l'ischémie, de l'hypotension au niveau rénal, en régulant le flux des artères rénales afférentes et efférentes. Donc il faut éviter, de donner des AINS lorsqu'on peut déjà avoir, une modification de ce flux artériel rénal, donc notamment sur des animaux qui sont déshydratés, en hypotension ou qui sont déjà en insuffisance rénale. Dans ce cas-là, les AINS sont contre-indiqués. Action sur le foie. Il y a une hépatotoxicité qui est rare mais possible, soit parce qu'on a donné une dose qui n'est pas bonne, soit parce que c'est une réaction idiosyncrasique, vraiment qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est patient dépendant. Et donc on peut avoir une altération de la biotransformation et de l'élimination
Donc si on a vraiment un animal avec une pathologie hépatique, connue, avancée ou quoi, bon, bah, là, on va réfléchir. Est-ce que c'est, par rapport, voilà, bénéfice-risque, est-ce que je donne ou pas des INS? Une fois de plus, ça je le rappelle souvent dans mes confs, pathologie hépatique, attention, hein, là si on parle d'atteinte de la biotransformation et de l'élimination, ça veut dire qu'on parle vraiment de la fonction hépatique, donc il faudrait qu'on ait une insuffisance hépatique, ça ne veut pas dire palalate augmentée, hein. Alors j'ai une petite, remarque pour venir sur la méthadone. Il me semble que les doses RCP sont assez élevées par rapport aux doses recommandées par cap douleur, 0,2-0,3 mg/kg à vérifier. Eh bien, je regarderai, mais effectivement, les doses classiques qu'on fait avec la méthadone, c'est entre, 0,1 et 0,4. Max 0,5, ça fait déjà une grosse dose. Donc ça, oui, 0,2, 0,3, c'est vraiment les doses très, très, très classiques, qu'on veut utiliser pour la méthadone, et effectivement où il y a très rarement des problèmes associés. Mais effectivement, je ne connais pas, ce qui est noté dans les RCP, donc à vérifier effectivement. Donc bref, je vous disais, voilà, insuffisance hépatique, c'est pas égal à palalate augmenté, hein. Palalate augmenté, souvent on s'en tape, le cul par terre et il y a pas de problème dans ces cas-là à utiliser, des molécules qui ont, un métabolisme hépatique. Pour la fonction hémostatique, c'est, quasiment essentiellement avec l'aspirine, qui est un anti-agrégant plaquettaire, mais qui, globalement, on n'utilise plus maintenant en humaine et chez nous, on l'utilise que pour cette action-là anti-agrégante plaquettaire. Donc, sinon pour les autres INS, pas d'action significative sur l'hémostase. Ensuite, on peut avoir des interactions avec d'autres molécules, ça c'est pareil, c'est très, très important. Les corticoïdes, si on associe AIS et INS, on va vraiment augmenter drastiquement le risque de toxicité au niveau gastro-intestinal, notamment le risque d'ulcère et d'ulcère perforant, et également la toxicité rénale. Donc, association AIS-INS, 2 INS entre eux, c'est vraiment interdit. Donc, franchement, ça c'est pareil, on en voit encore. Enfin, on prend un risque énorme. J'aurais dû vous remettre la photo ici, mais il y a pas longtemps, il y a quelques temps, quand je travaillais au CMU, on avait eu un chien de véto qui, avait été traité avec AIS-INS pendant quelques jours pour un problème qui ne nécessitait malheureusement en plus pas du tout, ce type de médicament et qui était arrivé avec un ulcère perforant au niveau du pylore, donc qui devait faire, je sais plus, 5 centimètres de diamètre. C'était un trou béant et donc, bah, ils ont tenté une pylorectomie, tout le bordel, ça a duré des jours et le chien est vraiment décédé, bah, dans d'atroces douleurs. Mais donc ça marche bien de faire des trous avec AIS, INS, donc c'est vraiment interdit, interdit. Et puis après, avec tout ce qui va, jouer au niveau rénal notamment, furosémide, qui va diminuer la perfusion rénale en diminuant la volémie. Toutes les molécules néphrotoxiques comme les aminoglycosides, donc ça c'est la gentamicine, ou qui vont jouer vraiment sur la pression artérielle. On a une augmentation du risque au niveau de la toxicité rénale, donc vraiment faire attention par rapport à ça. L'utilisation clinique, les INS, on va les utiliser seuls ou en association pour avoir une analgésie multimodale. Il faut toujours les utiliser après un examen clinique et après avoir questionné vraiment les propriétaires. Est-ce qu'il y a un autre traitement en cours? Des fois, l'animal, il est sous, cortico pour, une raison X ou Y, et si vous ne demandez pas explicitement, les gens, ils vont pas penser à vous le dire. Donc faites attention à ça et si possible, notamment, sur un animal qui commence à être adulte, voire âgé, après un bilan sanguin et voilà, même ad hoc, hein, vous pouvez faire une créate avant de prescrire des INS. Normalement, ils ne sont pas tératogènes, à éviter si possible quand même en fin de gestation et puis, bah, après sinon il faut se référer, au RCP de l'INS que vous voulez, utiliser, mais c'est compliqué parce que la plupart, ils font pas en fait, d'études de toxicité, avant leurs AMM, sur les femelles gestantes ou sur les tout petits et tout. Donc en fait, souvent, ils vont vous dire, «On ne sait pas, à vous de vous démerder», quoi. Donc c'est pas évident chez les femelles gestantes et puis association possible avec un antiacide ou des pansements digestifs lorsqu'on estime qu'il y a un risque gastro-intestinal, élevé ou si on prévoit une utilisation longue. Mais ça peut être des fois, voilà, juste sur un patient qu'on sait un petit peu sensible sur le plan digestif, bah, un chien qui, vomit, facilement, un brachycéphale ou des choses comme ça et ben, en préventif, on peut tout à fait, donner, voilà, des antiacides ou des pansements digestifs. Je vous ai pas remis, la liste des INS, je vous ai pas fait cet affront, hein, mais globalement, voilà, vous connaissez, les INS qu'on a à dispo. Je refais quand même, j'ai pas pensé à le noter noir sur blanc, mais je refais une petite précision, pour, notamment le méloxicam.
il y a une histoire de faire une double dose pour la première administration. Donc ça, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est noté dans certains RCP. Euh, je fais partie du GUR, le groupe d'études en urgence réa. Je sais pas si vous aviez assisté à la conf que j'ai présentée sur le chat bouché, mais à un moment, on a eu à parler des INS dans le cadre de ce papier-là, mais on en a parlé donc de manière plus généralement. Et voilà, on a reparlé de cette histoire-là, et globalement, les pontes de soins intensifs et d'anesthésie qui sont dans ce groupe-là, euh, enfin, pour eux, c'est une hérésie de vouloir faire une double dose d'ANS. Il y a pas de fondement, on va dire, pharmacologique ou physiologique de vouloir faire une double dose. Ça n'a pas d'explication. Donc, à part doubler le risque d'avoir des effets secondaires, euh, enfin, moi, j'ai jamais fait ces doubles doses-là, j'ai pas été élevée à cette école-là. Ensuite, bah, chacun fait comme il veut, mais c'est pas parce que c'est marqué comme ça dans l'RCP qu'il faut le faire. Réfléchissez à votre truc. Pourquoi est-ce qu'on aurait un meilleur effet à ce moment-là en faisant double dose? Donc ça, bon, voilà. Moi, je suis pas pour. Et puis, attention à la dose qui est donnée dans pas mal de RCP pour le méloxicam. Il y a plein de RCP qui vous mettent injection unique à 0,3 mg par kilo. La dose, normalement, pour le Metacam, enfin, pas le Metacam, le Meloxicam, peu importe sa présentation commerciale, et qui est maintenant sur les dernières CP qui sortent, heureusement, ça a été mis à jour, c'est 0,05 mg kilo et pas 0,3, ce qui fait quand même 6 fois la dose. Donc faites gaffe aux doses que vous faites en Metacam, enfin Meloxicam, c'est 0,05. Voilà la petite précision. C'est important quand même de ne pas faire 6 fois la dose à un chat. Voilà pour les INS. Quelqu'un avait une remarque, un partage d'expérience, pas forcément. Eh bien, passons aux alpha-2 agonistes. Attends, si moi j'ai Oui. une question par Oui, bien rapport, sûr. j'avais vu quand j'étais à Alfort, on avait discuté avec Stéphanie d'un nouvel article qui était sorti sur l'utilisation de la métacam, enfin du méloxicam, que quand un animal était anesthésié, il valait mieux attendre qu'il soit réversé si par exemple il était sur alpha 2 pour pouvoir injecter le métacam et pas injecter au début de l'anesthésie quand l'animal venait de tomber mais plutôt en fin ou quand l'animal était réveillé, parce que vu que le rein fonctionnait moins bien durant l'anesthésie, enfin, c'était une étude, je vais essayer de la retrouver, qui disait que justement le fait d'injecter lors de la castration et de la stérilisation des femelles le méloxicam durant l'anesthésie augmentait l'insuffisance rénale, les probabilités d'avoir des insuffisances rénales. Je sais pas. Ouais, bah si, c'est vrai. Enfin, ça, c'est carrément. Enfin, oui, c'est un fait, puisque tu as toujours une hypotension pendant ton. Enfin, toujours. En tout cas, ça fait partie des effets secondaires de presque tous les anesthésiques d'avoir une hypotension. Donc, si tu n'as pas un monitorage vraiment précis de ta pression, etc., où tu es sûr qu'il n'y a pas d'hypotension pendant ton anesthésie, auquel cas bah, tu peux faire ton INS avant. Sinon, je suis 100% d'accord avec toi. Il vaut mieux attendre que ton animal il soit en cours de réveil pour lui faire son INS. L'intérêt de le faire avant, c'est que du coup, il va vraiment participer à ce protocole d'analgésie multimodale et tu vas commencer à avoir les effets bénéfiques de tes INS pendant ta procédure douloureuse. Donc, tu vas un peu prévenir aussi l'installation de certains trucs. Donc, c'est pour ça que, bah, par exemple, moi, quand j'étais encore voilà, au SIAMU et tout, et qu'on bossait avec les anesthésistes, quand ils étaient sûrs que voilà, ils auraient un bon monitorage de la pression pendant la chirurgie, genre l'animal il a un cathé artériel et ils sont sûrs de leur mesure de PA, ils aimaient bien pouvoir faire des INS avant. Mais la plupart du temps, quand même, dans la vraie vie, on ne peut pas monitorer correctement la pression pendant l'anesthésie. Donc, moi, j'ai tendance à faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire faire les INS sur la fin de procédure, voir vraiment quand l'animal est réveillé et que je suis sûre qu'il est OK niveau pression. Ok, 100% super. d'accord avec toi. Merci. Du coup, bah, parlons justement des alpha-2 agonistes. Très bonne transition. On connaît bah, surtout pour leur effet sédatif
puisqu'on les utilise essentiellement là-dessus. Mais en fait, ils ont aussi une action analgésique qui est dose dépendante. Mais sinon, voilà, c'est des sédatifs anxiolytiques et myorelaxants. Et ils vont agir sur les récepteurs alpha-2 du système nerveux central, de la moelle épinière et de l'endothélium vasculaire. Et puis, ils ont une affinité et une puissance croissante avec l'ordre que je vous ai mis en bas. Dexmédeto en premier, Médeto en deuxième pardon, et après on a les autres trucs qu'on utilise quand même moins, romifidine et xylazine. Donc la pharmacocinétique très rapidement, ils s'administrent aussi un peu par toutes les voies. Ils ont un délai d'action très court, donc ils agissent rapidement. Ensuite, ils vont être biotransformés au niveau hépatique et éliminés par voie urinaire. Et ils ont une action analgésique, parce que c'est ça qui nous intéresse là, pendant à peu près 30 à 90 minutes et jusqu'à 4 heures lorsqu'ils sont en synergie avec un opioïde. Alors, on est d'accord, ils ont quand même surtout une très, très grosse action sédative, hein. Donc il va falloir faire attention à l'utilisation de ces alpha-2 pour leur action analgésique, mais ça peut vraiment être intéressant de les associer et notamment avec les opioïdes pour potentialiser les effets de chacun. L'avantage aussi, c'est que c'est une molécule qui est réversible, rapidement et complètement avec la thiopamazole qu'on fait non, justement, qu'on fait IM classiquement, parce que sinon il y a un risque d'hypotension, très important. Mais lorsqu'on est en réa, sur un animal anesthésié qui a eu des alpha-2, dans ce cas-là, on peut, le faire éventuellement IV. Les effets secondaires des alpha-2, c'est essentiellement cardiovasculaire puisqu'ils vont provoquer une vasoconstriction périphérique qui augmente les résistances périphériques, donc qui vont augmenter la pression artérielle et en compensation, il y aura une bradycardie réflexe, donc qui peuvent provoquer une bradycardie qui est parfois très importante, notamment quand on met voilà, des assez grosses doses, quand on fait des anestes ou des sédations avec quasiment pas grand-chose d'autre que des alpha-2, on peut avoir des fois des bradycardies qui sont assez importantes. Et puis, ils vont diminuer le volume d'éjection systolique de manière aussi assez drastique. Donc, il faut quand même éviter ces molécules-là sur les cardiopathes ou si on a des patients qui ne sont pas stables sur le plan cardiovasculaire. Action sur la diurèse, ils vont interférer avec l'ADH au niveau des tubules et du tube collecteur et donc augmenter la diurèse. Alors, sur un patient qui va bien au niveau urinaire, il n'y a pas spécialement de souci. Par contre, c'est vraiment une molécule qui est contre-indiquée en cas d'obstruction urinaire ou lorsqu'on a vraiment des fortes déshydratations ou des désordres électrolytiques parce qu'on va augmenter la production d'urine. Troubles digestifs, vomissements. C'est d'ailleurs la dexmédetomidine, la molécule qui fait le mieux vomir le chat. Donc c'est surtout sur le chat, mais ça peut aussi le faire chez le chien. Donc il ne faut pas hésiter à l'associer avec un antiémétique quand on a peur de ces effets-là. Et puis, c'est à éviter en cas d'hypertension intracrânienne ou intraoculaire, puisque l'action de vomir va augmenter encore la pression intracrânienne et la pression intraoculaire. Bon, c'est des cas un peu spécifiques quand même. Et également, un truc intéressant, c'est que les alpha-2 agonistes ont une action sur les cellules bêta du pancréas et donc vont jouer sur la production d'insuline. Donc, c'est une molécule qui est plutôt à éviter chez les diabétiques. Pareil, c'est des cas assez particuliers. Donc, quand est-ce qu'on va les utiliser? Dans le cadre vraiment de l'analgésie, parce qu'on en parle, on les connaît bien pour leur action sédative, anesthésique, etc. Mais là, on parle vraiment de l'analgésie. Donc, il faut les intégrer dans des protocoles d'analgésie multimodale, c'est-à-dire en association avec d'autres molécules. On va utiliser vraiment des petites doses, parce que le but, ce n'est pas d'anesthésier dans ce cas-là notre patient, c'est vraiment juste d'avoir de l'analgésie. Donc, c'est vraiment des très petites doses et souvent qu'on va utiliser plutôt en perfusion continue. Et c'est assez indiqué sur des analgésies pré- ou post-opératoires de chirurgie ou pour des patients polytraumatisés. Attention, par contre, il faut quand même qu'ils soient relativement stables sur le plan cardiovasculaire, on l'a vu. Donc, ce n'est pas facile quand même à utiliser comme molécule, notamment à domicile. Mais par contre, si vous anesthésiez un animal qui est douloureux et que vous voulez qu'il y ait une bonne prise en charge de sa douleur, eh bien, c'est intéressant d'avoir mis un petit peu d'alpha-2 dans votre protocole. On sait que ça va participer à son analgésie multimodale. Et donc, je vous ai mis là aussi d'autres utilisations possibles. Voilà, sédation pour les actes classiques. Dans les réveils dysphoriques, ça peut être intéressant de mettre des petites doses d'alpha-2. Et puis, chez les patients stressés ou agressifs.
Voilà pour les alpha-2 et puis on a encore quelques autres molécules à notre disposition dont on va parler tout de suite et on va commencer avec la kétamine qui est un antagoniste non compétitif des récepteurs N-méthyl-D-aspartate, donc les récepteurs NMDA. Ça va bloquer, des sites de liaison sur ces récepteurs NMDA et ça va, donner des effets analgésiques, amnésiques, pardon, psychomimétiques et neuroprotecteurs. Donc la kétamine, elle est très intéressante pour un truc, c'est qu'elle prévient l'hypersensibilisation centrale et les effets hyperalgiques dont on a parlé notamment, avec les opioïdes. Donc ça peut être assez intéressant. Et ça prévient aussi les douleurs pathologiques et chroniques, donc ça qu'on va retrouver chez des patients qui ont des très gros, traumas, notamment osteoarticulaires ou des choses comme ça. Donc faut pas hésiter, à utiliser la kétamine aussi pour ces cas-là. Pareil, l'utilisation, IV, IM sous cul de Pérosse, il n'y a pas de souci. Pas de problème pour les gens qui doivent partir au milieu. Là, je vois qu'il y a un petit message, faites, votre vie, vous pouvez aller et venir à votre guise. Donc, revenons à la kétamine. Les intérêts de la kétamine, c'est que lorsqu'on va l'utiliser notamment en association, et bah, comme les autres trucs, on va pouvoir diminuer les doses d'opioïdes qui sont nécessaires. On va prévenir la tolérance aux opioïdes, diminuer les douleurs somatiques et viscérales aiguës, et on va réduire aussi la production des cytokines pro-inflammatoires. Donc, pour toutes ces raisons, la kétamine est vraiment très intéressante. L'avantage aussi, elle a très peu d'effets cardiovasculaires. Elle va avoir même plutôt tendance à augmenter le tonus sympathique. Donc même si mon patient n'est pas très stable sur le plan cardiovasculaire, c'est pas grave. On n'a pas de perte du réflexe de déglutition, ça peut être des fois un peu problématique en anesthésie. Et on a très très peu de dépression respiratoire, donc c'est pareil, sur des patients un peu instables, il n'y a pas de problème. Ce que ça peut provoquer par contre, c'est des tremblements, parce que ça a tendance à tendre un peu la kétamine. On peut avoir des effets sédatifs et puis aussi, bien sûr, des effets dysphoriques. Il n'est pas recommandé d'injecter de la kétamine toute seule, il vaut mieux l'associer quand même avec d'autres trucs. L'utilisation, comment on va, utiliser la kétamine? Donc de nouveau, c'est vraiment indiqué sur des analgésies multimodales, et ou en périanesthésique ou pour les patients traumatisés notamment. Et donc on va utiliser des doses qu'on appelle subanesthésiques ou microdoses. Le but, c'est pas de l'anesthésier dans ce cas-là, c'est vraiment juste de participer à l'analgésie. Donc on va faire un bolus de charge, donc vous voyez, c'est vraiment des petites doses, hein, 0,1 à 1 mg par kilo IV et ensuite on va mettre une CRI, donc une perfusion continue, entre 10 et 2 microgrammes kilo. Souvent on peut commencer avec des doses un petit peu importantes et le but ensuite c'est de réduire, au maximum jusqu'à obtenir en gros l'effet qu'on désire avec la dose la plus faible possible. Il y a des doses qui sont décrites aussi pour des voies orales, mais en France c'est quand même très compliqué d'obtenir des comprimés de kétamine à délivrer à un chien, mais bon, sur le papier, ça existe. Après, on a les aminoamides et notamment la lidocaïne qui va agir sur les canaux sodiques des neurones et bloquer l'influx nerveux douloureux. On peut l'utiliser en anesthésie locale ou en perfusion continue dans un protocole d'analgésie multimodale. Et c'est très intéressant la lidocaïne pour sa valence analgésique digestive notamment. Donc sur des chirurgies digestives, sur des SDTE, sur les choses comme ça, il ne faut pas hésiter à utiliser la lidocaïne. Donc chez le chien, on va faire une dose de charge à 2 mg par kilo IV et ensuite on va mettre une perfusion continue à 50 microgrammes kilo minute. On évite, attention, la lidocaïne chez le chat, ça provoque des fortes dépressions respiratoires et la métabolisation n'est pas top, donc plutôt réservé aux chiens. Et donc maintenant qu'on a vu les opioïdes, la kétamine et la lidocaïne, et bien sûr, pas oublier les protocoles qui associent 2 ou 3 de ces molécules-là, donc les MLK ou les FLK, pour vraiment potentialiser les effets et avoir une analgésie continue très intéressante. Donc ça, c'est des protocoles qu'on va mettre en perfusion continue. Donc ça, c'est réservé à l'utilisation en clinique. Malheureusement, à domicile, c'est pas du tout adapté à votre pratique. Donc on va mettre un opioïde, donc morphine ou méthadone ou fentanyl en fonction du degré d'analgésie qu'on souhaite. Et on va l'associer avec de la lidocaïne et ou de la kétamine. On peut faire aussi juste lidokéta, enfin tout est possible. Et on peut tout à fait les mélanger ensemble dans une même poche, ça, il n'y a pas de souci. Et la gabapentine, une petite diapo sur la gabapentine, parce que c'est vrai que c'est une molécule qui est assez à la mode, qu'on utilise beaucoup. Il a été beaucoup dit que la gabapentine était
un bon analgésique. Donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Donc, le mode d'action de la gabapentine n'est pas bien élucidé. On l'utilise en médecine humaine normalement comme un anticonvulsivant et il est également utilisé un petit peu pour les douleurs neurogènes. Il n'y a pas beaucoup d'études en médecine vétérinaire. Euh, les utilisations qui sont décrites d'un point de vue analgésique, je parle, ça pourrait être pour des douleurs périopératoires chroniques et neurogènes, des traumas, des amputations, des hernies discales, etc. Mais en fait, globalement, on n'arrive pas bien à montrer son effet vraiment analgésique. Donc, on ne sait pas trop. Ce qu'on est sûr, ça, oui, c'est sédatif et anxiolytique. C'est surtout pour ça que c'est utilisé d'ailleurs chez le chien et beaucoup chez le chat, pour son action anxiolytique. Péros uniquement, il y a très peu de toxicité, même à haute dose. Donc, même chez un animal qui est un peu critique, qui a d'autres comorbidités, qui est cardiopathe, qui je sais pas quoi, pas de souci à utiliser la gabapentine. Et la dose classique, c'est 10 mg par kilo. On va viser à peu près entre 5 et 20. On peut donner 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, en fait, on peut l'utiliser en se disant ça va peut-être avoir une petite action analgésique, mais très sincèrement, pour le moment, dans les études, ils n'ont pas réussi à prouver des trucs vraiment transcendants à ce sujet-là. Et les autres techniques à ne pas oublier, pour terminer, les anesthésies locales et loco-régionales, avec des molécules comme la lidocaïne, la bupivacaïne ou la ropivacaïne, ou également la morphine. On peut faire des injections locales, ce qu'on appelle des traçantes, on peut faire des blocs, des administrations intrapleurales ou intrapéritonéales, et aussi les épidurales. Je n'ai pas refait un cours sur les anesthésies locales et enfin les analgésies plutôt locales ou loco-régionales, puisque clairement, ça demande des compétences que je n'ai pas. On n'en utilise quand même pas beaucoup dans la pratique courante en médecine vétérinaire, mais voilà, ça existe. Je vous ai remis ici les doses pour les épidurales, si jamais il y en a qui veulent en faire. Voilà, vous avez au moins l'info là. Et par contre, un truc hyper important, l'immobilisation, c'est quand même la technique la plus simple pour limiter la douleur lors de fractures, luxations, entorses graves, etc., etc. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut absolument pas négliger en consultation d'urgence. Donc, il faut limiter les mouvements, soit par un bandage, lorsque c'est possible, notamment pour toutes les blessures qui vont concerner la partie distale des membres, sous le coude ou sous le genou. Et puis sinon, cagiothérapie à minima. Et donc ça, il faut le faire absolument, y compris à domicile. Un animal qui a une patte pétée, vous pouvez le remplir de fentanyl autant que vous voulez. Tant que la fracture ne sera pas immobilisée, il aura mal. Donc, il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là. Et puis après, vous avez aussi les dernières techniques, tout simplement la cryothérapie, qu'on peut utiliser sur des blessures récentes ou en phase aiguë d'inflammation, notamment post-opératoire. C'est très facile chez la plupart des chiens, pas tous. C'est un peu plus pénible chez le chat et souvent moins coopératif. Attention au risque de brûlure par le froid, donc il faut envelopper le truc dans un torchon ou un machin. Et attention aux animaux avec une peau vraiment très fine, une mauvaise vascularisation cutanée. Je sais pas moi, un vieux chien Cushing, tout ce qui va être chien type lévrier et tout, qui ont vraiment une peau très très fine, il faut être un petit peu plus précautionneux. Mais voilà, ça c'est un truc aussi que vous pouvez faire et surtout que vous pouvez faire aux propriétaires qui, dans certains cas, sont un peu oppressants et peuvent avoir besoin que vous les impliquiez vraiment dans la prise en charge de leur animal. Donc pas hésiter à faire ça aux propriétaires et ils peuvent le faire à coup de 5-10 minutes, 3, 4, 5, 10 fois par jour, voilà et ça soulage quand même plutôt bien. Pour conclure, petit message à retenir à la maison, l'analgésie, c'est vraiment une part importante de la prise en charge du patient en urgence soins intensifs. C'est important pour le patient, c'est important pour son propriétaire et c'est important pour nous pour se dire qu'on a fait du bon boulot. Les patients sont souvent critiques, donc ça peut être difficile d'évaluer la douleur et la réponse au traitement qu'on fournit. Importance du choix des analgésiques parce qu'il peut quand même y avoir des effets secondaires. Donc ça, on le sait, donc il faut adapter son choix. Et il faut quand même pas avoir peur de l'analgésie en urgence, c'est vraiment essentiel de le faire. Et puis intérêt, on l'a vu, de l'analgésie multimodale où on va coupler des molécules avec des plus petites doses qui nous permettent de potentialiser les effets et de diminuer les risques. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir écouté, ceux qui étaient là et ceux qui écouteront en replay. Je ne sais pas si les personnes qui restent. Merci, Calypso.
De comme rien, d'habitude. avec plaisir. Et finalement, j'ai donné 30 mg kilo à Axel. Tu te rappelles, on en avait parlé hier? Oui. Rien. Donc, pour remettre le contexte pour ceux qui vont écouter ça, c'est son chien qu'elle voulait sédater pour lui couper un ergot ou une griffe qui lui faisait très mal. Et donc, ça l'a pas sédaté à 30 mg kilo? Rien. Il pétait la forme. Il était super bien. Donc, tu as augmenté les doses? Pas encore. Bon, Peut-être aujourd'hui, je vais passer à 40 mg kilo. bon, super. Oui, oui. Et heureusement que le pharmacien en bas n'a pas hésité à me vendre la gabapentine quand il a vu la carte. Il Mm. n'a pas trop fait d'histoire. Et j'ai eu un. Tout à l'heure, tu as parlé de la kétamine. Oui, comme Oui. analgésique, par contre. Mais moi, j'ai dû faire une euthanasie il y a la semaine dernière. Mhm. Et je voulais savoir, il y a en fait, ce chien, il avait des métastases pulmonaires. Mhm. Il était en fin de vie, donc j'ai fait une euthanasie et j'ai adopté le protocole que j'adopte d'habitude, tu vois, Medetto, Keta. Et en fait, il a convulsé. Il a commencé à convulser alors qu'il n'avait jamais convulsé. Et j'ai toujours eu ce protocole-là, tu vois, avant de faire une euthanasie à domicile. Et c'était la première fois. Et la dame m'a dit que elle avait donné du tramadol. Il y a eu peut-être une interaction entre. Bah, Qu'en penses-tu? normalement, il n'y a pas de raison, hein, parce que le tramadol, c'est un opioïde. Tu n'as pas utilisé Ouais, je sais. d'opioïde, tu peux les donner en association. Donc, est-ce qu'il n'avait pas en plus une méta au cerveau? Est-ce que, tu vois? Peut-être. Peut-être. Des fois, après aussi, sur des hypoxies, ils peuvent convulser. Donc, sur des animaux qui ont des pathologies respiratoires, au moment où ils s'endorment, ils peuvent convulser. Donc, je vois pas pourquoi. En plus, la kétamine, maintenant, elle est bien décrite comme enfin, elle est utilisée dans les protocoles anticonvulsivants. Donc, pour moi, c'est pas ta kétamine le problème, hein. Mais Ok. est-ce qu'il conduisait ou est-ce qu'il était en détresse respiratoire? Parce que moi, j'ai déjà vécu aussi des états à la maison quand j'étais en Ok. clinique sur justement des métastases pulmonaires aussi. Et le chat s'était mis, j'avais dû faire la deuxième injection hyper rapidement parce qu'il était vraiment en détresse respi, mais il paniquait. Et du coup, maintenant, j'utilise plus que Medetto, enfin, je fais un mélange Medetto-Butor en me disant, ben, Ah, s'ils sont en ok. détresse respi, ben, le Butor pourra permettre de balancer la partie respi, le Non. problème de... Non, le chien, il n'était pas en détresse respi, mais il avait des Ah, métastases pulmonaires et des métastases osseuses. Et il venait aussi de se fracturer un ah. membre. Ouais, Mhm. mais il Il n'était avait pas peut-être en détresse. il avait peut-être des méta au cerveau, hein, ce chien. Ouais, peut-être, ouais. C'est possible, hein. Mm. Ok. Mystère. Mais dans des problèmes respi ou des problèmes cardiaques, lors de la première injection, de l'induction, est-ce que c'est pas plus intéressant d'utiliser le butorphanol pour, au cas où il fasse des détresses respi plus marquées sous la Medetto? Je sais pas. Alors après, le butorphanol, on l'utilise sur les détresses respi pour son action sédative. Mais tu n'auras pas une meilleure action sédative qu'avec la Medetto, tu vois ce que je veux dire? Non, je veux pas dire C'est une meilleure réaction sédative, je veux juste dire que en s'anesthésiant, ben, du coup, il sera moins en détresse respi que la Oui, mais Medetto qui est capable d'induire plus de... le butor, il n'empêche pas la détresse respi. Il a juste une action sédative et en sédatant, tu diminues les besoins d'oxygène et donc tu as une meilleure oxygénation. C'est pour ça qu'on utilise le butor dans les détresses Ok. respi. Donc, mais il n'empêche pas du tout Non, la il n'empêche pas, désoxygénation. mais il permet une meilleure osmose au niveau Ah oui, oxygène. ça par contre, dès que tu commences à mélanger tes molécules et à avoir des actions qui vont être synergiques, bah oui, tu as un meilleur effet. Mm, Mais c'est mm. vrai que moi, j'ai tendance sur mes protocoles enfin, d'euthanasie à mettre des plus petites doses de plein de trucs. Comme ça. Ah, ok. Ouais, mais tu vois, par exemple, je vais pouvoir faire Medetto, Butor, Keeta, Alfaxan. Ok, ok. Mais des petites doses. Mais voilà, donc ça me choque pas du tout, effectivement, que tu veuilles mettre un peu de buteur avec ta Medetto. Clairement, ouais, tu vas potentialiser les effets. Mais même, tu peux encore en plus mettre 0,1 de. Enfin 0,1, De selon Keta. le poids de ton animal. Mais de Keta en plus, ouais, ouais, ça marche bien ensemble, hein. Parce que justement, au niveau des fois des euthanasies, ça peut être
je trouve la première injection, l'induction, elle peut des fois être un peu compliquée en fonction. Enfin, tu peux avoir par exemple, sur les NAC aussi, ils vont réagir de manière un peu plus violente. Je sais pas si tu as des conseils. Comme tu disais, toi, tu mets plusieurs molécules. Ouais, moi, je mets toujours plusieurs molécules. Et il y a sur des patients où tu as un petit peu peur justement des réactions, bah, il faut essayer de choisir les molécules avec lesquelles tu auras le moins de risques d'effets secondaires. Par exemple, la kétamine, même si c'est une super molécule pour plein de trucs, attention à la dose quand même, parce que ça peut faire des réactions en hyper, des réactions de dysphorie, de tension au niveau musculaire et tout. Donc, pas mettre des trop grosses doses. J'utilise jamais l'acépromazine, donc le Donc, Calmivette pour les ETA, parce que le délai d'action, même en IV, c'est 30 à 40 minutes. Donc merci, il sera déjà mort avant que ça ait commencé à faire effet, tu vois. Donc, pas hésiter à utiliser des molécules qui sont vraiment sécures. Donc, Butor, c'est top. Pas hésiter à mettre une benzodiazépine aussi. Donc, Butor avec du prêt, tu veux dire? Non. non, Butor tout Non, court, excuse-moi, avec avec du midazolam ou du Valium. Ok, Mida. Parce que ça, c'est pareil, tu n'as pas d'effet secondaire et le fait de provoquer une bonne myorelaxation, tu vois, au niveau de l'endormissement de ton animal, souvent c'est un truc qui va être plus paisible. Mais attention, c'est pareil, la benzo, tu peux avoir des effets inverses avec de la dysphorie et tout, notamment si tu le mets en premier, notamment chez le chat, etc. Donc, il faut vraiment mieux balancer ton protocole en utilisant plusieurs molécules. Et voilà quoi. Mais bon, la Médéto, c'est pareil, c'est quand même assez safe. Enfin, en tout cas pour une ETA, parce que de toute façon, le résultat derrière, c'est qu'il va mourir. Mais souvent, ils s'endorment quand même bien avec un alpha 2. Donc, alpha 2 butor plus autre chose, franchement, c'est bien quoi. Ok. Merci Mais la beaucoup. bupré, par exemple, c'est pareil, c'est pas intéressant non plus parce que le délai Ouais, d'action est long, on est d'accord. c'est très peu sédatif, donc nul, Ok. nul la bupré. Mais oui, ça, c'est des questions. Après, il n'y a pas de protocole idéal. Ensuite, il y a une conf qui est prévue, je ne sais pas quand, dans un mois ou deux, sur l'anesthésie cette fois. Donc, pareil, on pourra reparler de toutes ces petites choses-là. Mais il n'y a jamais de protocole idéal, hein. De toute façon, on jongle comme on peut. Mais en tout cas, de connaître un peu les avantages et les inconvénients de chacune des molécules qu'on a dans notre trousse, ça nous permet vraiment de faire le choix le plus adapté à ce moment-là. Mais c'est jamais parfait, hein. Ok, merci Merci, beaucoup. merci beaucoup, Calypso. Merci à vous d'avoir écouté. Encore une fois, bonne année à tout le monde et puis à la prochaine Bonne pour une année. conf. À la prochaine. Ciao. Merci. Salut!